Mademoiselle Agathe nous a demandé de réaliser une série de vidéos qui met en lumière l'élevage et son rôle crucial dans l'agriculture. Mademoiselle Agathe, vous le savez sûrement, mais ce sont des cosmétiques faits à base de bave d'escargot. C'est ce qu'on appelle l'hélicithérapie, une pratique qui permet une synergie idéale entre animal et végétal, puisque tout ingrédient d'un cosmétique bio provient d'une ferme. Parce que sans agriculture, pas de cosmétiques bio. J'ai donc cherché dans mes contacts des femmes inspirantes, des agricultrices éleveuses pour nous parler du rôle de l'élevage, et même plus particulièrement de ce qu'on appelle la polyculture élevage. La ferme s'appelle la ferme du Cytise, et peu de gens savent ce qu'est un cytise. Un cytise, c'est un arbre qui fait partie de la famille des légumineuses. Cet arbre-là, comme les autres légumineuses, a la particularité d'être autonome en azote, parce qu'il fait une petite symbiose avec des petites bactéries dans le sol qui lui permet d'avoir l'azote de l'air, et donc d'être autonome. Un des grands principes de l'agriculture biologique, c'est d'être autonome. Donc mon mari Tristan et moi, on est arrivés en 2013. Tristan s'est installé tout de suite sur la ferme avec Marc, et moi j'ai continué à travailler à côté en tant que conseillère agronome. Et moi, je suis Aline, la belle-sœur d'Anne, sœur de Tristan. Et je suis arrivée sur la ferme en 2017, donc 2 ans après l'installation de Tristan et l'arrivée d'Anne et Tristan sur la ferme. On s'est dit, on vient sur cette ferme parce qu'elle est en bio, et de toute façon, on ne se serait pas installé sur une ferme conventionnelle. Tristan s'occupe beaucoup du côté production à la ferme, et Aline et moi, on est plutôt sur le côté transfo vente directe, même si on participe aussi évidemment à la ferme. Et tout ça, ce serait pas possible sans 3 salariés qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a Thomas, mon conjoint. On a Magali et Arnaud qui complètent des équipes toutes les semaines. On a toutes les deux traversé un congé maternité. Si on doit parler de la place de la femme dans l'agriculture, on a toutes les deux traversé un congé maternité. Travailler à plusieurs, ça a aussi permis qu'on le vive sereinement. Plus sereinement. Plus sereinement, voilà. Dernière diversification sur la ferme, il y a quelques années, je veux dire 4-5 ans, on a commencé à planter des arbres pour mener à bien un atelier d'agroforesterie. La vraie marotte de la ferme par rapport à cette activité-là, c'est la concentration de carbone, la restitution de carbone au sol. Ça participe, comme l'élevage finalement, ça participe à réintégrer de la matière organique dans nos systèmes culturaux. Est-ce que vous pensez que le système serait aussi vertueux sur cette ferme si vous n'aviez pas d'élevage ? Il serait peut-être aussi vertueux. Ce qui est sûr, c'est que il y aurait ni efficacité économique, ni autonomie. Il y aurait moins de vie en ruralité, quoi. Donc il y a de l'herbe à consommer. L'herbe, c'est une protéine que l'homme ne valorise pas. Donc on y place des ruminants pour valoriser cette protéine. Puisqu'à côté, nous avons des terres labourables sur lesquelles on peut faire par exemple de la culture pour la consommation humaine. C'est le cas au Cytise, hein. On a une dizaine d'espèces de variétés différentes pour faire de la farine, pour faire de la semoule, pour faire du flocon d'avoine, pour faire de la bière, donc de l'orge, de l'avoine, de l'épaule, du grand épaule, enfin un assolement qui varie chaque année. Et pour nourrir les sols de ces cultures, on a besoin d'engrais. On peut se diriger vers des engrais chimiques. Nous, on n'a pas fait ce choix-là d'importer et d'acheter, c'est-à-dire on exporte de l'argent pour importer du produit, alors qu'on peut avoir en ressources locales cet engrais-là. On a des prairies à valoriser, elles sont valorisées par les bovins. Et il y a du fumier qui est exporté de ces animaux-là, qui nourrissent nos sols. Il se trouve que quand la culture pousse, on a la céréale d'une part, mais on a aussi la paille de l'autre. La paille, soit on la broie pour avoir plus de carbone dans nos sols, ou alors ça sert en litière pour des animaux. Donc en fait, avoir sur une même ferme les deux, c'est vertueux. On revient à ce cercle vertueux, et c'en est qu'un seul. De toute façon, on a 100 hectares de prairies, dont on ne peut rien faire d'autre que de l'herbe. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas labourer, vous ne pouvez pas mettre de blé ou n'importe quelle culture. Mais par contre, on pourrait très bien faire pâturer nos vaches. C'est vrai que leurs excréments nourrissent les sols, mais l'hiver, comme elles sont en bâtiment, grâce à ça qu'on a pu fumier, qu'on va mettre sur. Mais on pourrait très bien valoriser ça sans les vendre derrière. Et du coup, pour pouvoir vivre de notre travail, quand même nourrir les bêtes, quand même travailler les sols, etc. Dans ce cas-là, ce serait possible si on voulait être vertueux dans la même façon qu'aujourd'hui. Par contre, on devrait vendre nos céréales à peu près 10 fois plus cher. Et donc, il faut imaginer la baguette de pain 10 fois plus cher. C'est ça. Et je dis 10 sans avoir les valeurs exactes. Oui, exact. Oui, mais en tout cas, c'est sûr que ça voudrait dire que le consommateur final devrait payer beaucoup, beaucoup plus cher. Et ces légumes, parce que aujourd'hui, le Cytise, on n'a pas de production maraîchère, mais il y en a de nous. Il faut imaginer que les serres, les légumes de plein champ sont nourris avec des excréments de volailles, de chevaux,
voilà, il y a pas de miracle, quoi. La question d'après, c'était tout simplement de se dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de marques de cosmétiques qui se revendiquent à la fois bio et vegan, comme si c'était une évidence. Mais est-ce que selon vous, est-ce qu'on peut vraiment, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, être bio et vegan? La réponse est non, malheureusement. Mais en fait, ce qu'il faut bien se dire, on ne rend pas forcément compte quand on lit ce genre d'accroche publicitaire, c'est que derrière, une ferme qui est en bio, et je vais pas parler que des cosmétiques, on va parler de l'alimentation en général, de la consommation en général. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on consomme bio et local, même si le local c'est uniquement français, pas forcément meurtrier et vegan ou végétarien. On ne peut pas parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, une ferme en bio n'est complète et ne fonctionne bien que si elle est entre guillemets double, c'est-à-dire avec un atelier d'élevage, un atelier de céréales ou autre, parce qu'on a dit tout à l'heure que ça permettait énormément de cercles vertueux et d'interconnexion entre les ateliers. Aujourd'hui, clairement, une ferme qui est uniquement en polyculture ou qui est uniquement en production de légumes ou autre, va devoir utiliser des engrais, même s'ils sont organiques et bio, les fermes-là vont utiliser des engrais issus d'autres fermes. Se dire qu'on va consommer ou utiliser des cosmétiques bio et vegan, c'est cacher, entre guillemets, une part de la réalité, qui est que derrière, il faut une ferme avec de l'élevage. Cette ferme-là, qui va être 100% céréalière, qui va permettre des produits de transformation vegan, il y aura forcément une fertilisation derrière qui va venir d'une ferme d'élevage. Donc, il y a un moment donné où il y aura de l'élevage. Ce n'est pas possible. Forcément. On est obligé d'avoir de l'élevage pour avoir un cercle vertueux bio, tout simplement. Et en fait, on a fait techniquement, si je fais appel à mon ancien métier de conseillère agronome, on a fait des essais sur des fermes 100% céréalières ou 100% légumières, de se dire, on se passe des engrais organiques. Ok. Donc issus d'animaux. Voilà, issus d'animaux. Et on va utiliser des engrais, par exemple des bouchons de luzerne, donc des petits bouchons qui sont faits à partir de luzerne et de trèfle déshydraté et séché. Ce qui demande beaucoup d'énergie. Ce qui demande effectivement en plus beaucoup d'énergie, des filières spécifiques, des usines de pressage de ces granulés-là. Bref, en fait, ce ne sera jamais aussi vertueux et aussi utile au sol que ce même engrais s'il était d'origine animale. Je pense qu'en fait, utiliser des produits qui sont à base de bave d'escargot ou issus d'animaux, c'est pas forcément exploiter ces animaux. Par contre, c'est tout simplement se rendre compte que c'est un cycle naturel, durable et respectueux de l'environnement parce que c'est tout simplement logique. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé, chacune, des produits de Mademoiselle Agathe? Forcément, parler des produits, on va pouvoir se dire que la volonté de Mademoiselle Agathe est assez sympa sur le principe de façon de faire. On en reparlera peut-être après. Moi, je vais juste rajouter que ce que j'ai trouvé original, en tout cas assez constructif, c'est de noter sur les produits le pourcentage de bave d'escargot que contient chaque crème et autres. D'un côté, ça peut un peu rebuter de base, et puis en fait, on se rend compte que le transformateur a été chercher des produits avec une grosse majorité de cette bave d'escargot et qu'on ne met pas sur notre peau beaucoup de produits autres synthétiques qui seraient plus néfastes. On sait d'où ça vient. Exactement. C'est vrai que pour le coup, c'est engagé. Et je crois que quand on est attaché à un produit ou à une marque, j'ai pas fait d'études de marketing ou autre, mais c'est pour dire que je vois bien comment ça marche avec la vente directe, la qualité de nos produits, mais il y a aussi les personnes qui sont derrière, sur les marchés. On voit bien qu'il y a cette connexion avec nous en tant que personnes. Il y a la ferme du Cities et les gens qui la représentent et les valeurs quand on fait des visites de ferme, etc. Là, ce que je ressens dans Mademoiselle Agathe, c'est l'engagement, enfin, c'est les valeurs. Donc, le fait de parler et de travailler avec toi aujourd'hui sur ces questions d'élevage, de bio, la valeur qu'on donne aussi aux animaux en cohabitation, c'est-à-dire sans réfléchir à une exploitation. Comment est-ce qu'on cohabite ensemble et qu'on tire le meilleur des deux en respectant les deux, quoi, et les hommes et les animaux. Et je rajoute l'environnement puisqu'on est sur l'agriculture biologique, quoi. Les textures sont chouettes, les parfums sont simples. Moi, je trouve que c'est appréciable dans la salle de bain, quoi, d'avoir des produits pas trop compliqués. Pour conclure, qu'est-ce que vous diriez aux consommateurs pour qu'ils comprennent mieux l'avantage de la synergie entre animal et végétal? Donc en fait, tout simplement un peu pour conclure. Pour synthétiser ce qu'on a dit, l'élevage a une place centrale dans nos fermes. On a eu tendance à l'oublier et tendance à le mettre de côté parce que c'est un atelier qui est contraignant, qui est engageant, qui demande vraiment de l'engagement. Avec de l'astreinte aussi. Mais
l'élevage, en fait, il répond à plein de besoins sur différents niveaux de notre paysage, de notre façon de travailler, etc. Quand vous pensez consommation, pensez que derrière, l'élevage est indispensable. Il permet de maintenir des prairies, de ne pas tout transformer en forêt ou de ne pas tout bétonner ou de ne pas utiliser trop de phyto parce que les cultures céréalières sont quand même beaucoup plus demandeuses de phyto à surface égale qu'une parcelle de prairie, faut le savoir aussi. Ça permet d'avoir accès à des produits qui sont vraiment sains, qui préservent l'environnement. Parallèle du mot conclusion, je mettrais le mot écosystème qu'on n'a peut-être pas trop utilisé, mais c'est exactement ce qu'on a essayé d'écrire sur une ferme en polyculture élevage, hein, pas que la nôtre, c'est d'essayer de créer un écosystème. Et c'est vrai que l'avantage de travailler avec des ruminants, travailler avec de l'élevage et des prairies, c'est de maintenir des écosystèmes. Anne a parlé tout à l'heure d'agroforesterie, donc avec la plantation d'arbres. On a eu aussi un projet de plantation de haies